Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Midi Minatech. Je suis aussi très heureuse d'accueillir à nouveau du monde dans l'amphi. Et je voulais aussi vous informer que maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous sommes autorisés à accueillir la moitié de la capacité de l'amphi, c'est-à-dire 200 personnes. Donc, nous serions hyper contents de vous revoir ici, en présence. Voilà. Et donc, petite chose, lorsque vous lisez un dialogue, est-ce que par hasard vous entendez la voix des personnes qui discutent? Voilà, c'est la petite question que peut-être on va vous poser la semaine prochaine. Et nous aurons effectivement le plaisir d'accueillir à nouveau Hélène Levenbroek, qui est directrice de recherche au CNRS et responsable de l'équipe langage du laboratoire de psychologie et neurocognition, et donc à l'université Grenoble-Alpes. Et justement, elle propose de nous reparler de cette petite voix qu'on peut avoir dans la tête et comment est-ce que les neurosciences cognitives permettent de confirmer expérimentalement certaines intuitions sur la nature et la fonction du langage intérieur. Et savoir quand il prend une certaine ampleur, qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'espère que vous serez là pour l'écouter. Et aujourd'hui, je vais donner la parole à Xavier Verne, ingénieur, donc qui est membre du Shift Project et qui est responsable de l'équipe Lean ICT. Donc c'est un mathématicien et il nous propose de parler du rôle du numérique dans la transition carbone. Xavier, tu vas en parler mieux que moi, donc la parole est à toi. Merci beaucoup. Je pense qu'on m'entend bien. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe du CA pour l'accueil. On m'a demandé effectivement de venir parler du numérique dans la transition carbone, et puis je donnerai à la fin, en toute humilité, quelques suggestions à destination du monde de la recherche. Je pose mon masque. Même si je ne suis pas chercheur, pour avoir travaillé avec des chercheurs, on peut émettre quelques suggestions. Donc voilà, j'ai déjà été présenté, j'appartiens au Shift Project. Donc rapidement, qu'est-ce que le Shift Project? Donc le Shift Project, c'est une association loi 1901 qui a une dizaine d'années, qui a été fondée par Jean-Marc Jancovici et dont l'objet, reconnu d'intérêt général, c'est de proposer des solutions, donc comme un lobby, d'influencer les décisions pour décarboner l'économie. Donc d'aller vers une économie, sinon zéro carbone, au moins un très bas carbone. Et donc quelque part, d'implémenter les accords de Paris, pour la faire courte. Comment ça se passe au Shift? Peut-être pour vous dire un petit peu dans les choses que je vous présentais, comment on travaille par rapport à la démarche qu'on a. On est une petite ONG, un moyen fini et relativement limité. Quand j'ai commencé à contribuer au Shift, par rapport à la taille du sujet adressé, disons, quand j'ai commencé au Shift en 2014, à contribuer, il y avait une douzaine de personnes. C'est une petite structure qui, pour résoudre les problématiques, par contre, va s'appuyer sur un réseau d'experts, d'ingénieurs, de bénévoles très forts pour aller creuser des problématiques en verticale. Et quand on a démarré en 2014, le numérique n'était pas un sujet. Quand moi j'ai démarré, pardon. Et le numérique est devenu un sujet quand il est devenu macroscopique du point de vue de ses impacts environnementaux et du point de vue de la trajectoire carbone. C'est tout l'objet de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce groupe de travail pour expliquer un peu notre démarche? Donc, le Shift Project, vous le verrez sur le site, croit profondément à la démarche scientifique, donc contradictoire, qui construit une rationalité scientifique. Donc, on a lu beaucoup de papiers universitaires sur le sujet, sur tout ce qu'on appelle ICT et puis la sobriété numérique, comme on l'a appelé, on va y venir. Et puis depuis, on raisonne en delta avec les publications qui sortent et puis les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Il y en a assez peu en France et il y en a un peu plus à l'étranger, on va le voir. On a beaucoup de retours. Dès qu'il y a des erreurs, elles sont spotées, entre guillemets. Désolé pour l'anglicisme. Et puis, on met à disposition tous nos fichiers de calcul par transparence et par contradiction. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des retours ou si un fichier manque sur le site, à nous le dire. On est toujours ravis de prendre ces contradictions et d'essayer de faire avancer le sujet. Donc, quelque part, de mettre à l'agenda politique les sujets technologiques, les sujets numériques et les impacts sociétaux et environnementaux qu'ils ont. Et je pense que le Shift a deux forces. La première, c'est le raisonnement systémique.
le chiffre ne s'occupe pas que de numérique ou que de l'industrie ou que des déplacements. Il s'occupe d'un sujet transverse qui est l'air que nous respirons, et en particulier les gaz à effet de serre, ainsi que d'autres pollutions, mais essentiellement les gaz à effet de serre. Et c'est une force parce que ça oblige à prendre les sujets en grand et à ne pas rester en silo, et donc à poser des enjeux systémiques et une analyse systématique. Et puis, cette démarche scientifique. Alors, quelques rappels sur le climat pour bien comprendre ce qui va suivre. Donc, je vais quand même faire très rapide parce que je pense que vous êtes très au fait du sujet. Ici, il y a deux courbes que j'aime bien sur le climat. Il y en a trois. Donc, cette notion de budget carbone, que depuis 1750, on a émis une grosse partie du carbone, les 2/3 à la très grosse, en milliards de tonnes, et qu'il nous reste grosso modo 1/3 à émettre si on veut faire les 2 degrés. Alors, suivant si on se place en scénario 1,5 degré ou 2 degrés, on peut émettre plus ou moins, mais disons que la situation est urgente parce que plus on émet du carbone et avec sa durée de vie dans l'atmosphère, et puis les autres gaz à effet de serre, qu'on traduit tout en équivalent carbone, je vous passe les détails, l'inertie du climat fait qu'il faut réagir de manière urgente pour des dommages qui ne vont advenir que plus tard. Et c'est ça qui rend le problème difficile à résoudre, vous le savez. Et puis à droite, pour essayer d'illustrer toujours ce plus de degrés, mais au fond, plus de degrés, c'est pas beaucoup, qu'on entend parfois dans la presse ou en tant que citoyen, on peut se dire, mais au fond, 2 degrés, c'est pas beaucoup. Oui, mais si on regarde la probabilité d'occurrence, d'après le dernier rapport du GIEC, avec ses 30 ans de recul, au fond, la probabilité d'occurrence d'événements de température extrême, elle augmente très très fortement à +1, +2, +3 ou +4 degrés. Donc, c'est pour essayer d'avoir quelque chose de préhensible pour notre quotidien et le commun des mortels. Et puis, troisième courbe que vous connaissez aussi probablement, autour de, dans les scénarios actuels de politique publique, où est-ce qu'on en est? Donc, dans les politiques actuelles, on est plutôt par rapport à ce qui est vraiment fait entre 2,7 et 3,1 degrés. Le 1,5 degré, à moins qu'on se réveille très vite et très fort dans les 4-5 prochaines années qui nous restent, il est probablement déjà quasi impossible. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire pour autant, hein. Chaque dixième de degré compte, comme a la coutume de dire certains chercheurs du GIEC, évidemment. Et puis, si on continue à accélérer comme on le fait actuellement, on est plutôt autour de 4 à 5 degrés d'augmentation, avec des conséquences dramatiques pour une grosse partie de la population. Donc sur le GES, sur les gaz à effet de serre, pardon, et au niveau du GIEC, on a à peu près 30 ans de recul. Le GIEC est né, je pense, en 1991, si je ne fais pas de bêtises. Sur le numérique, on a moins de recul. On a 5 à 10 ans. Et c'est aussi pour ça, vous allez le voir, que dans la littérature, les chiffres sont moins clairs, les modèles sont pas encore stabilisés, et il y a aussi moins de gens qui travaillent dessus. Alors, on discute des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui aussi, c'est effectivement les ressources. Donc, je vous ai remis deux courbes. La première, c'est effectivement qu'au niveau de l'Europe, l'Europe maintient tous les 3-4 ans une liste des matériaux critiques en termes d'approvisionnement stratégique et de disponibilité pour les pays européens. Et cette liste, elle ne fait que grossir avec le temps. Et donc, tous les ans, on rajoute tous les 3 ans, on rajoute des métaux à cette liste ou des terres rares. Et donc, aujourd'hui, on a 30 métaux critiques dans cette liste, et cette liste ne cesse de s'allonger. Et puis, une deuxième manière de voir le problème, c'est de regarder la vision, alors stock/flux, telle que présentée ici, avec des métaux, si l'accélération technologique se confirme, qui vont être amenés à manquer très très vite. Ici, je pense que vous essayez déjà d'enlever le cobalt, pour prendre qu'un seul exemple, des batteries, ou peut-être le néodyme des éoliennes. Voilà, on va avoir des sujets autour de l'approvisionnement en ressources. Là-dessus, on pourrait discuter longtemps. Peut-être en une phrase, l'Asie est une puissance matérielle aujourd'hui. Elle fabrique tous les produits électroniques grand public, disons, dont on dispose. Les États-Unis, c'est une puissance servicielle. Elle motorise un certain nombre de sites dans le numérique, technologique, et de plateformes qui font système dans le monde entier. L'Europe, on n'est ni l'un ni l'autre. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on aura des ressources naturelles, c'est probablement qu'on en aura, mais qu'on sera les derniers servis, si on ne fait pas attention. En tout cas, c'est un scénario probable sur lequel on pourrait se pencher.
Si on raisonne flux, sans mauvais jeu de mots avec le flux d'eau dont on parle ici, mais Taïwan a subi, vous l'avez vu, une forte pénurie, enfin en tout cas, fait subir une forte pénurie de disponibilité de semi-conducteurs et de puces à tout le reste des industries, l'industrie automobile notamment, qui a ralenti ou arrêté certaines lignes de production. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécheresse locale qui a obligé à sinon arrêter, ralentir les usines. Donc on voit bien ici, pourquoi j'aime bien cet exemple, le lien qu'il peut y avoir entre des ressources renouvelables, l'eau, virgule, épuisable, et puis de la fabrication des objets électroniques dont on a besoin de plus en plus dans tous nos objets du quotidien. Si on veut raisonner stock et pas flux, encore une fois, pour revenir, donc là ici c'est un extrait d'ACV, je ne vais pas vous partager le détail, mais l'idée c'est de se dire, entre l'utilisation et la fabrication, c'est très souvent dans les biens d'équipement de consommation finaux, la fabrication qui va l'emporter sur l'utilisation. Alors c'est faux pour les data centers, parce que les data centers, au fond, c'est des usines utilisées intensivement et qui sont optimisées pour ça. Mais votre PC que vous avez à la maison, bah, il dort 12 heures par jour, et puis peut-être dans le temps qui lui reste, le processeur est utilisé à 1%. Donc les terminaux vont avoir un impact très important dans cette histoire, avec des filières de recyclage, quand ça part en recyclage, qui sont, disons, perfectibles. Je redonne un chiffre, 17% au niveau mondial des déchets électroniques partent dans une filière de revalorisation. Alors la revalorisation, c'est un mot savant pour dire soit on brûle, soit on enfouit, soit effectivement on recycle ce qu'on peut recycler ou ce qui est intéressant économiquement ou ce qu'on sait recycler à coût énergétique raisonnable. Donc si on regarde maintenant cet aspect recyclage, dans les 17% qui partent en filière, bah, au fond, sur le tableau de Mendeleïev, on ne récupère pas grand-chose. Et ce qu'on récupère, on ne le récupère pas forcément dans les quantités souhaitées. Donc effectivement, à chaque génération d'objets, on va perdre. Alors il y a des choses sur lesquelles on va réussir. Les batteries au lithium, c'est quelque chose qu'on sait recycler, puis en plus elles sont concentrées, elles sont fermées dans une boîte. Mais vous avez tout un tas de métaux qui sont dans des usages dispersifs. Et un usage dispersif, quand vous avez du titane à l'état de trace dans une crème de beauté, parce que ça rend la crème plus blanche et ça plaît à la consommatrice, même si ça va probablement être bientôt interdit, bah ça, c'est des usages dispersifs. Il n'y a personne qui reconcentrera le titane, pas même une algue ou une bactérie miracle qu'on trouverait demain, puisque ce sera l'état de trace à la surface de la planète. Donc, recyclage très partiel, et du coup, le raisonnement stock s'applique. Quand on a un stock fini et qu'on tape dedans en vitesse d'extraction, ben, cette courbe-là, c'est un théorème mathématique, elle passe par un maximum, puis après, elle s'amenuise pour tendre vers zéro. Alors, si on se projette en deuxième partie sur des questions actuelles du numérique, j'ai essayé de ressortir un petit peu le florilège des questions qu'on se pose sur le numérique, ce contexte étant posé. Première remarque qu'on peut faire pour faire le lien avec, entre l'environnement et puis ce qu'on trouve dans la presse grand public. Les acteurs du numérique sont déjà ou seront bientôt neutres en carbone. Dit autrement, en français, circuler, il n'y a rien à voir. Le sujet va être clos. Peut-être un rappel à ce stade-là. Moi, je suis ingénieur de formation. Je ne suis pas du tout contre le numérique, contre la technologie. Bien au contraire. Mais ici, quand on zoome sur l'aspect environnemental, il faut aller au bout de la question. Donc, effectivement, je vais plutôt pointer la face cachée, entre guillemets, du numérique. Virgule mais, il ne faut pas oublier tous les apports sociétaux sur la santé, sur les transports que ça a au quotidien. Je ne suis pas du tout dans le déni de ça. L'idée, c'est d'objectiver où sont les usages intéressants. Donc, ce rappel étant fait, donc les GAFAM, vous le voyez, font des annonces. Ici, c'est un data center immergé en expérimentation. Je ne sais plus si c'est Google ou Microsoft. D'ailleurs, quand on discute avec eux aujourd'hui, ils disent qu'ils ont arrêté ce type d'expérimentation, que voilà, c'était probablement des sujets d'expérimentation ou de communication, mais qui n'avaient pas forcément vocation à être généralisés. Donc les efforts des GAFAM sont réels, mais ils se trompent sur les annonces de neutralité carbone. Donc ce qu'on lit dans la presse en public sur la neutralité carbone pose plusieurs problèmes quand on creuse un peu la question. Donc je vous ai donné un peu la liste des 4 problèmes. Là, le premier problème, c'est que la neutralité carbone, au niveau d'une entreprise, ça n'a pas de fondement scientifique. L'ADEME a sorti un papier auquel je vous renvoie
en mars de cette année qui explique très bien pourquoi faire une comptabilité carbone sur un périmètre partiel au niveau d'une entreprise à l'instant T, ça n'a pas de sens. Alors, sans même parler des fournisseurs qui annoncent qu'ils vont annuler toutes leurs émissions carbone depuis le début de leur histoire, comme s'ils allaient annuler sur leur impact sur le climat. Évidemment que non. Le carbone qu'ils ont émis, il a été émis et aujourd'hui, il participe à l'inertie du système climatique. Deuxième problème, ils oublient le scope 3 dans ce qu'on appelle les émissions indirectes. Donc, quand Google vous explique qu'ils sont neutres en carbone, ou les autres, je ne suis pas du tout là pour stigmatiser Google, qui fait plutôt de très gros efforts sur ces sujets-là. En fait, ils oublient la fabrication des serveurs, qui est juste critique dans le business qu'ils opèrent. Pourquoi? Parce que c'est dans le bilan carbone, normalement, du fournisseur. Puis à la fin, le fournisseur, il est en Chine et il n'a pas besoin de faire un bilan carbone, si je caricature, même si c'est en train de changer. Donc, dit autrement, si vous regardez un périmètre petit, vous allez pouvoir faire toutes les annonces que vous voulez. Voilà. Pour ne pas en citer un autre, j'ai regardé précisément le bilan carbone d'un autre gros GAFAM. Et en fait, son annonce de neutralité correspond à 6% de ses émissions de gaz à effet de serre mesurées sur l'ensemble des scopes. Donc attention au renvoi en bas de page avec la petite étoile. Troisième sujet, ils incluent systématiquement de la compensation. Donc, ils achètent de quoi planter des arbres ou des certificats de compensation. C'est très bien. Il y a des articles qui disent, donc là, je n'ai pas sourcé ça, donc je ne serai pas formel, mais il y a un sujet autour de la traçabilité, c'est-à-dire l'arbre aurait-il été planté de toute manière pour caricaturer, même si c'est beaucoup plus fin que ça quand on regarde, ou n'aurait-il pas été planté? Et du coup, quand on vient financer de replanter cet arbre, on fait effectivement de la compensation nette. Parce que si on s'appuie sur une région qui est massivement en forêt, voilà, moi je peux faire des millions de tonnes de compensation. Et puis enfin, ces GAFAM, malheureusement, ils préemptent une grosse partie des ENR. Donc en fait, et là pour le coup, c'est assez documenté, en fait, ils prélèvent toute la capacité nouvelle de ENR qu'on a. Donc ils peuvent annoncer que leurs data centers sont alimentés à l'énergie verte, à l'électricité verte, entre guillemets, juste en même temps, quand ils font ça, ils dégradent le bilan carbone de tous les autres fabricants d'objets ou des fraises des bois du magasin biologique d'à côté, parce qu'eux n'ont pas pu se sourcer en énergie renouvelable. Donc quand on équilibre le système au global CO2, c'est pas si clair que c'est vertueux. Ça veut pas dire que c'est pas important qu'ils y aillent, ça veut juste dire que quand on dézoome et qu'on replace ça en consolidant les émissions de CO2 globales, il faut avoir ce phénomène de préemption en tête. Et je peux vous dire qu'ils vont très loin opérationnellement pour garantir le fait, quand ils installent un data center, que personne d'autre va pouvoir s'installer dans cette région et pour garantir la capacité électrique qu'ils vont avoir sur le système. Et puis enfin, sur les émissions directes, puisque là je vous ai parlé du scope 3 des émissions indirectes, même sur les émissions directes, l'Irlande a annoncé la semaine dernière, donc ça c'est un data center irlandais, qu'ils ont un gros problème parce que les data centers pèsent 15% des émissions de la consommation électrique de l'Irlande. Et comme c'est en augmentation forte, enfin c'est 13 aujourd'hui, ils s'attendent à ce que ce soit 15-17, ils sont en train de dire est-ce qu'on fait un moratoire, est-ce qu'on arrête, etc. Là, j'ai pas le temps de détailler, mais il faudrait détailler. Je suis pas en train de dire que les data centers sont le problème, parce qu'on est sur un sujet systémique, donc je vous ai pas remis les patates, vous allez en voir après, mais au fond, tout ça est également réparti entre la fabrication et l'utilisation, entre les data centers, les équipements réseau au milieu et puis les terminaux de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de coupable désigné dans cette histoire. On est bien sur un sujet systémique. Virgule mais, quand on regarde la territorialité, je vous ai montré un exemple à Taïwan, un exemple en Irlande. On pourrait parler de Francfort aussi, qui a un sujet électrique. Sujet par sujet, on pourrait parler de la décharge du Ghana, par exemple, sur les déchets. On a des sujets de territorialité importants où il y a des véritables impacts concrets sur nos ressources et sur la qualité de vie, entre guillemets, pour le dire comme ça. Oui, et puis je vous ai remis Electricity Map, donc c'est le mix énergétique à l'instant T des différents pays, donc qui varie avec le temps. Je vous ai fait la photo à 20h il y a une semaine, je crois. L'Irlande, c'est pas foufou, quoi. C'est ni vert, ni... Voilà, donc un data center en Irlande, c'est pas foufou, parce qu'il va émettre 291 grammes, grosso modo, de CO2 au kilowattheure consommé. L'empreinte carbone du numérique monte. Alors, je vous ai refait un petit peu par, j'espère, niveau d'objectivité croissant, du haut vers le bas, ce qu'on raconte là-dessus. Donc, la presse grand public, c'est pas un sujet. Donc là, je vous ai cité Xavier Niel, mais je pourrais vous citer d'autres.
Donc les peurs sur le numérique, la 5G, c'est irrationnel. Donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de sujet. Ensuite, quand on monte un petit peu dans le niveau d'objectivité, sur la presse IT, il y a quelques publications, mais qui ne font pas forcément la photo globale sur des sujets localisés et qui, en général, sous-estiment largement la nature du problème à venir. Alors ensuite, si on essaie de franchir un peu, on pourrait avoir des études ou des papiers orientés, type GSMA, type GESI, type d'autres, c'est-à-dire des consortiums de gens qui s'intéressent à la question, mais qui ont en général des intérêts particuliers. Assez peu de publications sur ce sujet-là. Les opérateurs, ils ont pas publié, si je parle de la 5G, mais sur l'empreinte carbone numérique, il y a quand même des publications de bon niveau que je vous ai pas reprises ici, mais qui font le constat du problème et qui sont plus du tout dans le déni. Alors après, il y a les ONG qui alertent assez fort. Donc si on met le chiffre dans les ONG pour faire très court, comme lobby, donc on dit c'est macroscopique, déjà plus que l'aérien civil, l'empreinte carbone du numérique, et ça augmente vite. Et puis quand on va jusqu'au bout, donc des gens qui sont payés toute la journée pour étudier, donc des chercheurs, et pour appliquer une démarche scientifique encore plus rigoureuse peut-être que le shift, même si on essaye d'être les plus rigoureux possibles. Et là, on voit que, grosso modo, le shift a indiqué 4%, pour vous redonner le chiffre, des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au numérique. Donc on est en train de parler d'un truc macroscopique, quoi. Les études scientifiques aujourd'hui, elles minorent un peu ce chiffre, alors pas d'un ordre de grandeur, mais disons que aujourd'hui, la communauté scientifique estime qu'on est entre 2,1 et 3,9, donc grosso modo au niveau de l'aviation civile mondiale. Et par contre, confirme, alors après on a plusieurs niveaux d'exponentiel, mais confirme que la tendance est haussière. Et je vais revenir sur les raisons pour lesquelles la tendance est haussière. Donc, et dans ces papiers-là, le scénario du shift, il est plutôt cité en worst case, en hypothèse haute. Voilà. Alors quand même, redire que l'empreinte carbone du numérique, c'est compliqué à calculer. C'est compliqué à calculer et que du coup, c'est pour ça on raisonne à données manquantes, à données partielles. Donc, on va encore évoluer, on va encore affiner les systèmes parce qu'au fond, on reconstruit ce triptyque dont je vous ai parlé, les équipements, le réseau, pour calculer tout ça et que ça n'a rien d'évident parce que il n'y a pas de compteur de CO2 derrière tous nos objets électroniques et que c'est mondial et que les normes ne sont pas les mêmes, etc., etc. Deuxième idée, j'ai beaucoup de slides, donc j'aurai probablement pas le temps de tout détailler, mais on pourra revenir après sur des questions que vous avez. L'effet rebond annule les gains environnementaux. Donc ça, c'est cette idée. Donc l'effet rebond, je n'ai pas le temps de redétailler, mais c'est l'idée qu'on va surconsommer une technologie à partir du moment où elle va être de plus en plus disponible. Pour vous donner qu'un seul exemple, qualitatif, mais on aura du quantitatif après. En 1975, on prenait 1 milliard de photos sur la planète. Aujourd'hui, on en prend 1500 milliards. Et ça augmente avec une croissance à 2 chiffres tous les ans. Puis à l'époque, elles n'étaient pas stockées. Maintenant, on les stocke dans le nuage. Je ne parle que des photos, je ne parle pas des vidéos. Donc, juste pour vous indiquer qualitativement comment se traduit l'effet rebond. À tel point qu'on dit, remplacer son appareil photo, son tam-tam, tous ces appareils par un seul téléphone, c'est peut-être pas une super idée. Parce que si j'ai oublié mon appareil photo argentique, je fais pas de photos ce jour-là. Alors que le téléphone, on l'oublie jamais, quoi. On retourne chercher son téléphone à la maison plus que ses clés. Donc le chiffre projet dit l'effet rebond existe et est massif. Bon, la presse grand public aborde assez peu ce sujet-là. La presse spécialisée, alors là, donc les études du GSMA et du GESI expliquent à quel point le numérique va permettre d'optimiser tous les processus. Donc là, il y a des papiers qui ont complètement démonté ces analyses-là, mais c'est des études qui sont malheureusement très souvent reprises. Et puis, il y a des papiers universitaires un peu sérieux. On va revenir sur un peu plus sérieux, disons, enfin, qui vont plus profond dans la démarche scientifique. On peut revenir sur le papier de Arnaud Boll de l'Université de Louvain, qui modélise cet effet rebond, donc avec une équation de Kaya toute simple et qui l'implémente dans 3 ou 4 use cases. Donc ici, je vais vous montrer un seul use case et qui essaye de tenir compte, qui dit au fond l'empreinte carbone, c'est quoi? C'est la population multipliée par un truc qui ressemble à l'effet rebond, cet effet d'affluence. Plus une techno va être disponible, plus il y a de monde qui vont pouvoir l'utiliser, multiplié par l'intensité énergétique de cette technologie, et multiplié par l'intensité carbone. Donc, si le mix électrique de ça est carboné plus ou moins, ça va jouer sur l'empreinte carbone globale. Et puis, on essaye de peser tout ça et de voir ce qui se passe. Si on prend le use case de la transmission mobile de données sur les réseaux, on a à gauche le CO2 qui est émis en jaune, là, donc qui augmente, toute chose égale par ailleurs, de 4 à 5% par an. Donc ça, c'est sur une analyse
de données entre 2010 et 2015. Et puis après, on regarde nos différents facteurs. Les utilisateurs de réseaux mobiles, il y en a de plus en plus. Ça augmente de, pareil, peut-être 7 à 8% par an. Et puis ensuite, on a la disponibilité, l'efficacité qu'on fait dans la bande passante, donc qui peut être modélisée par la loi de Cooper, qui va fortement s'améliorer, mais dans le même temps, le débit par utilisateur, donc le débit de données consommées par utilisateur, augmente très fortement, même très au-delà de la loi de Cooper qui prévoyait un doublement tous les 30 mois. Ça va être compensé par de l'amélioration d'électricité. Donc vous voyez ici, ça baisse l'efficacité. Donc quelque part, quelle électricité je mets en kilowattheure pour une unité de données transférée. Et puis le mix, grosso modo, il s'est un tout petit peu amélioré dans le même temps, mais pas beaucoup. Et donc au final, ça monte. Et donc on est très au-delà des accords de Paris. Et du coup, l'effet rebond, donc la surutilisation, vous le voyez, a complètement annulé le gain technologique. Donc raisonner sur de l'optimisation et du gain technologique, ça ne suffit pas. Là-dessus, je vous renvoie à un papier de Gauthier Roussel qui n'est pas encore publié, qui est en cours de publication, qui démontre ces études, qui analyse ça et qui essaye de peser vraiment où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des use cases qui ont vraiment un impact environnemental important et puis laisser tous les autres usages qui n'ont pas de valeur, en tout cas qui ne nous amènent pas aux accords de Paris ou qui n'ont pas d'usage, je dirais, du quotidien critique très utile pour les citoyens. Alors, j'ai pas le temps de passer tout ça. Juste pour dire un mot sur les smart cities, quand même très rapidement pour terminer sur cette partie. Sur les smart cities, donc ça a été la grande mode. Donc la presse grand public, c'était la grande mode entre 2012 et 2018. Tout le monde parlait de la smart city, qu'elle est toute optimisée. Les papiers spécialisés aujourd'hui sont quand même beaucoup plus prudents. Donc là, il y a Cisco qui vient d'annoncer il y a 6 mois, cet été, qu'ils annulaient tous leurs gros projets, donc ils débranchent la prise de tous les investissements sur la Smart City. Google est en train de se retirer tranquillement aussi. Donc ces visions ne passent pas forcément au réel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des usages hyper intéressants. L'optimisation de l'éclairage sur un grand bâtiment avec juste quelques capteurs, si on n'utilise pas, si on n'a pas besoin de brancher du réseau et qu'on ne va pas utiliser le réseau pour faire autre chose, qu'on devra upgrader après, réseau de données, j'entends, pourquoi pas, sur des usages spécifiques. Mais sur des usages généralisés pour optimiser la ville et faire baisser nos émissions, c'est pas clair que ça va marcher. Et sur la partie domotique, voilà, il y a un papier qui vient de sortir, Smart is not free, qui montre que en général, on va augmenter de 20 à 30%. Donc, ils ont pris plusieurs scénarios. La consommation électrique et donc les impacts environnementaux de la maison une fois qu'elle est entièrement domotisée. Alors, j'ai pas le temps de parler de la 5G, mais on pourra revenir dans les questions. Peut-être un mot sur l'innovation. Je sais que vous faites beaucoup d'innovation ici, donc je vais peut-être réenfoncer une porte ouverte, mais on voit ce taxi volant là qui devait être en expérimentation cet été à Paris et puis qui est en expérimentation aux États-Unis. L'idée je pense, de l'innovation dont on va avoir besoin, c'est de l'innovation qui va être sobre. C'est pas on invente quelque chose parce que c'est inventable et que ça va améliorer tel ou tel processus. Il me semble que ce qui va être utile, et c'est un peu un appel que je vous lance, entre guillemets, ça va être l'innovation qui va permettre de résoudre les vrais problèmes d'aujourd'hui. Je pense que dans ce débat de la 5G, il y a aussi une histoire. Il me semble que les citoyens ont l'intuition que la 5G ne va pas résoudre les vrais problèmes qu'ils ont tous les jours. Et du coup, je pense que ça participe, parmi plein d'autres facteurs, on pourra y revenir si vous voulez. Mais voilà, je pense qu'il y a cette idée de résolvons des vrais problèmes d'aujourd'hui, qui sont les sujets environnementaux, et n'inventons pas la poêle connectée parce que c'est super de connecter une poêle et qu'on ne va jamais faire brûler ses haricots verts. Pour caricaturer, mais on a une grosse partie des objets connectés qui relèvent plus, j'ai donné un exemple sur la domotique, mais de la gadgetisation. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui dans le contexte des accords de Paris sur lesquels on s'est engagé? Je ne sais pas. Et puis enfin, sur la formation, il me reste 3 minutes. Voilà, redire que la génération montante souhaite que les sujets de changement climatique et de notre approche de l'innovation technologique soit pris autrement dans les écoles. Donc voilà, les écoles, allons-y, mettons ça au cœur des enseignements pour, entre guillemets, ouvrir le champ des possibles de l'ingénieur et du chercheur de demain. Quelques suggestions, donc je vais faire très rapide, juste les messages.
On a un énorme sujet sur les données. On n'a pas de base de données fiable sur l'impact environnemental du numérique parce que personne ne veut financer ça dans le monde. On ne met pas le satellitaire parce que le satellitaire, pour avoir la base de données de tous les satellites pour calculer l'impact environnemental, elle vaut 600 000 $, donc c'est inaccessible à la plupart. Donc on a un gros sujet. Donc première suggestion, je ne sais pas comment il faut faire, mais financer des gens qui vont mettre en place une base de données qui va être gratuite ou vendue pas cher pour les associations comme le Shift ou d'autres, ou les ONG, j'en sais rien, ou les étudiants ou les chercheurs en devenir, en post-doctorat, et qui va être payante pour ceux qui sont prêts à payer. On a un véritable sujet sur les données, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des bilans clairs. Je pourrais vous montrer comment on a intégré la Chine dans les bilans environnementaux du numérique. Enfin, je veux dire, voilà. Premier sujet. Deuxième suggestion, formons-nous en systémique. Moi, je suis tout débutant en systémique, mais quelque part, ça veut dire, mais je vais le dire autrement, mettons la recherche au service des gros problèmes de la société qu'on a. Donc, décilotons la manière dont on pense et essayez de penser à la chaîne globale et au cycle de vie global. On est très faible. Aujourd'hui, il n'y a pas une formation sérieuse, à ma connaissance, en systémique, solide, délivrée. On ne fait plus de systémique dans les écoles d'ingénieurs. C'est dramatique. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un modèle qui peut nous aider à avancer. Pourquoi pas le CEA ou les écoles à côté, monter une formation en systémique. Vous allez remplir votre amphi, c'est évident. Enfin, en tout cas, moi, je ferai la promotion. Je veux pas signer avec mon sang. Hein. Je serais prêt à parier de l'argent, je pense. Et puis enfin, dernière piste pour la recherche, il y a des gens qui font des choses, à l'Université de Louvain, j'en ai parlé, qui sont en train de staffer pas mal. Pour ce que j'en connais, hein, moi, j'ai une vie professionnelle à côté, donc je n'ai pas le temps de traiter tous les sujets, de regarder ce qui se passe dans chacun des pays. Il y a l'Institut Fraunhofer qui fait énormément de choses, qui viennent de rendre un papier sur la CV, et je vais conclure là-dessus, sur donc la CV et l'analyse en cycle de vie. Donc, ils ont fait un gros travail sur l'analyse en cycle de vie du cloud, notamment. Faut-il qu'il y ait un organisme en France qui vraiment s'occupe de ce sujet-là et qui vienne centraliser nos compétences? Moi, j'en sais rien. Je connais beaucoup moins bien que vous l'écosystème de la recherche français, mais on a un véritable déficit. Et c'est ma conclusion. Les Français, ces 5 dernières années, on est reconnus avec les Allemands, avec quelques autres travaux en Amérique du Nord sur les sujets de sobriété numérique et pour avoir cette vision globale. Donc, on est très, très bien perçus. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de se structurer et pas nous. Donc, allons-y. Merci beaucoup, Xavier Verne, pour votre présentation et partage de ce point de vue et de cette analyse. Et je voudrais aussi remercier François Tardif de nous avoir proposé de vous accueillir ici. Et c'est vraiment sympa. Alors, voilà. La présentation est ouverte aux questions. Et donc, nous avons des personnes dans la salle. Nous avons une question. Très bien. Attendez, on va vous apporter le micro, s'il vous plaît. Non, ne touchez à rien. Ça marche pas. Voilà, et parlez. Je vous écoute. En école d'ingénieur papeterie, on nous dit que imprimer un document, c'est plus écolo en gros que de le garder sur un data center pendant 1 an. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que du coup, le fait de tout numériser dans les entreprises et tout ça, c'était peut-être une erreur? Et est-ce qu'on doit revenir justement à une forme physique des papiers? Ouais, très bonne question. Donc la réponse courte, c'est ça dépend. Comme d'habitude sur ce type de questions générales. Si on veut affiner un peu, ça dépend du cycle de vie. Sur un DVD, le calcul avait été fait. Si vous voulez regarder une vidéo et que vous allez la regarder plus de 7 fois, il vaut mieux acheter le DVD que de la streamer 7 fois online. Alors après, il y a toute une gradation. C'est toujours mieux de télécharger la vidéo même depuis une plateforme de streaming et de la regarder après, quand on regarde. Le streaming, c'est le pire. Le streaming en mobilité, c'est le pire du pire, si on veut grader. Mais la réponse, ça dépend du cycle de vie du document. Un document qui va être consulté 1000 fois, dont vous allez avoir besoin tous les jours, le manuel scolaire de votre matière préférée, peut-être, ou le poly, ça vaut le coup de l'imprimer. La chose que vous allez consulter une fois, ça vaut peut-être le coup de la laisser en digital, à condition, et vous avez donné le point clé, qu'il y ait une date d'expiration.
le gros sujet qu'on a aujourd'hui sur les plateformes de nuages, sur les clouds publics, dans les entreprises et auprès des particuliers, c'est qu'il n'y a pas de date de suppression. Pourquoi est-ce que nos emails, ils expirent pas un jour? Je suis désolé. Pourquoi est-ce que quand je reçois de la pub pour l'anniversaire de tel magasin, une fois que l'anniversaire il est passé de 3 mois, le mail, il s'efface pas automatiquement, entre guillemets, sauf si j'ai dit que je voulais pas qu'il s'efface parce que je veux le garder pour une raison X ou Y. Donc, on a un gros sujet aujourd'hui mondial. On a reculé sur le management des données parce que tout était gratuit et illimité. Il va falloir revenir sur une durée. Et je termine la réponse. Il y a l'outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie dont j'ai parlé, qui permet de calculer ce seuil de 7 dont je vous ai parlé en fonction de l'utilisation. La Poste vient de le faire. Je vous renvoie sur le site de La Poste. Vous cherchez ACV La Poste. Ils ont comparé du marketing digital et papier. C'est super intéressant. Très bien. Alors, on va prendre une question à distance. Merci. Vous pouvez. Voilà. Alors, c'est une question longue. Donc, je vais la lire. On va prendre le temps de l'écouter. La numérisation de notre société permet d'optimiser la consommation énergétique globale en remplaçant des objets électromécaniques très gourmands par de la microélectronique moins gourmande ou des usages très polluants par un usage moins polluant. Un voyage international versus une conférence en ligne, par exemple. Ouais. S'il est normal que la consommation ICT augmente dans ce contexte, n'est-ce pas une tendance positive au final? Ouais. Il y a encore la suite de la question. Ce transfert de consommation énergétique a-t-il été évalué? Oui. Alors, non, bon, on va faire court. Donc, sur l'exemple de l'avion, Zoom, quand ils publient, ils expliquent que grâce à eux, leurs 10 premiers clients, donc je sais pas quoi, Netflix, Uber, ils leur ont fait économiser, je sais pas quoi, 2600 tonnes ou 2 millions de tonnes de CO2 sur une année pleine. Donc évidemment, ce type d'annonce est faux, puisque ce type d'annonce déjà résonne en CO2 évité. Il est bien évident que si vous avez 3 confs Zoom la journée, le matin avec un collègue à Paris, l'après-midi à Marseille et le soir avec les États-Unis, si vous aviez à faire ces conférences physiquement, vous ne le feriez pas. Donc il y a un premier sujet, c'est que tous ces acteurs en général, pour expliquer que ça baisse, ils raisonnent pas en absolu, ils raisonnent en relatif. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, évidemment, le numérique s'envisage comme une chaîne de valeur à part entière, c'est ce que j'ai présenté, mais s'envisage aussi comme une chaîne de valeur qui optimise les processus de la vraie vie. Mais malheureusement, là, on a l'effet rebond. Donc oui, ça a été mesuré pour répondre et ça a été documenté. Le papier de Gauthier, il y a d'autres papiers. Quand on regarde, est-ce que le numérique a un effet macroscopique de baisse globale d'émissions de CO2 ou de consommation? En général, malheureusement, la réponse est non, parce que l'effet rebond annule tout ça. Pour vous donner un exemple de la vie courante qui n'est pas numérique, mais qui s'appuie massivement sur le numérique, c'est Uber. Il a été démontré que dans les villes où Uber était très déployé, ça avait augmenté les émissions de CO2 de la ville, parce que quand Uber est disponible, on prend un Uber et on ne prend plus les transports en commun. Donc il y a ce sujet-là. Aujourd'hui, l'effet rebond annule les gains du numérique dans la quasi-totalité des use cases si on ne contraint pas la manière dont on veut utiliser le service numérique. Et donc, quelque part, qu'on ne limite pas l'effet rebond par des voies réglementaires ou opérationnelles. Très bien, merci beaucoup. Bien, on a une question en salle. Allez-y. Bonjour, je suis ici. Bonjour. Vous avez prôné l'idée d'ouvrir un peu l'analyse de manière systémique pour regarder les systèmes de façon globale. C'est très très bien pour faire des graphes et obtenir des vrais chiffres sur les impacts réels des choses, comme le numérique. En revanche, et c'est génial parce qu'on reste sur de la donnée numérique qu'on peut calculer. En revanche, comment est-ce qu'on y inclut le système humain dedans? C'est-à-dire, quel est l'usage qu'on prône, qu'on tend à valoriser? Quels sont les usages qu'on pourrait interdire ou limiter, etc., etc. En fait, c'est un débat démocratique. Comment peut-il s'inscrire dans ces chiffres-là? Ok. Alors, si je veux rester sur la démarche scientifique, dans l'analyse de cycle de vie, il y a un truc émergent qui s'appelle l'analyse sociale de cycle de vie, où on va effectivement commencer à inclure les impacts sociétaux. Si je raisonne plutôt en top-down maintenant, vous avez prononcé un mot-clé que j'ai pas eu le temps de décrire, mais qu'au fond, qui est raisonné par les usages. Donc, effectivement, ce qui va, c'est-à-dire
sortir un peu du déterminisme technologique. Le déterminisme technologique, c'est quoi? C'est de considérer qu'une technologie, finalement, elle est indépendante de la société et elle se développe et elle accélère. C'est exactement ce qui s'est passé dans le débat sur la 5G. C'est qu'au fond, la 5G, elle est là parce qu'elle doit être là et qu'on peut faire mieux, et du coup, elle est là et on ne se pose pas la question des impacts sociétaux. Alors, ce qu'on défend au Shift, c'est que le débat de la 5G et que les débats technologiques sont des débats démocratiques. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le constat. Maintenant, si on se dit comment, c'est là que les problèmes commencent. Peut-être la Convention citoyenne pour le climat, c'est un bon exemple d'une manière de résoudre ça. Vous prenez 150 personnes. Après, on peut être pour ou contre ce qu'ils ont proposé, pour ou contre l'histoire du fil, du sans fil, c'est pas le sujet. Mais si je regarde le dispositif politique pour essayer de résoudre le problème climatique, vous prenez 150 personnes au hasard, vous leur donnez de l'expertise, les moyens de comprendre, de manière très rapide, mais au fond, ils ont eu des heures et des heures, et vous leur dites, proposez-nous des règles, et si elles sont suffisamment solides, on s'engage à, quelque part, les faire passer à Assemblée, Sénat, et les implémenter. Après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et bien, ce qu'ils ont produit, c'est probablement aussi bien, sinon mieux, que ce que la puissance publique a été capable de produire ces 30 dernières années sur le sujet. Alors après, il y en a qui vont dire oui, mais ils étaient manipulés, blablabla. Moi, c'est pas ce que j'ai compris des interviews que j'ai vues des gens qui ont participé. Du coup, voilà, une piste de solution, c'est de former les gens, de leur expliquer, d'adjoindre le politique avec des citoyens et des chercheurs et de l'expertise, parce que ces gens-là, ils ont été formés aussi, enfin, conseillés par des experts et des scientifiques qui venaient leur dire, bah ça, on a déjà regardé, ça marche pas, ça, vous n'avez pas bien compris. Et les solutions, elles émergent. Ensuite, la question reste ouverte de comment on les applique effectivement. Et je vous renvoie du coup à une interview de Cyril Dion par Jean-Marc Jancovici qu'il a fait il y a un mois, qui explique les coulisses de la négociation avec Emmanuel Macron sur cette question. Et c'est très intéressant. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on va prendre une question à distance. J'espère, oui. Alors, on en a une assez courte, celle-ci, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres beaucoup plus longues. Quel est l'impact énergétique ou carbone d'une requête sur Google? Ouais, donc ça varie entre quelques dixièmes de grammes et 1 gramme ou 2 grammes. Donc toujours, donc vous voyez, hein, d'un ordre de grandeur ou deux, mais l'ordre de grandeur à la grosse, c'est ça. Alors pourquoi ça varie? Parce que pour calculer ça, quand vous avez acheté un ordinateur, vous êtes obligé de ventiler son impact environnemental, parce que c'est la fabrication, je vous ai montré les ressources, tout ça. Vous êtes obligé de calculer quelque part le temps d'ordinateur utile pour faire la requête Google. Parce que si vous oubliez les terminaux et que vous prenez que Google, il va vous dire « moi je suis neutre, c'est 0 ». D'accord? Donc si vous voulez la vraie vie, vous êtes obligé de prendre en compte. Et puis le réseau public, tous les équipements réseau que vous traversez entre les deux. Est-ce que j'ai une box Wi-Fi? Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc comment on fait ces calculs? Une manière de les faire, c'est de les faire par allocation. Et du coup, quand on alloue ça, bah, combien de Google a de serveurs? J'en sais rien, secret des affaires. Combien leurs serveurs consomment? J'en sais rien, secret des affaires. Si j'ai un peu de jugeote et que je suis chercheur, je vais savoir le type de serveur qu'ils ont et je vais pouvoir avoir des chiffres. Mais du coup, on reconstruit ça à données partielles. Donc, voilà l'ordre de grandeur. Très bien, merci beaucoup. Alors, y a pas... Oui, on a une question en salle. Mais je vois qu'on a aussi beaucoup de questions sur le chat. Si on Je arrive peux faire des réponses très courtes si vous voulez avoir le maximum de questions. Si on peut pas y répondre, on te les transférera. Pas de problème. Et tu pourras interagir avec les personnes. Bien, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour. Au début, vous avez parlé de la pénurie de composants. Oui. Moi, je suis électronicien. Au milieu de l'été, on a commencé à avoir cette pénurie-là avec des délais qui allaient de 1 à 2 ans sur des composants génériques. Ça a augmenté progressivement. Il y a encore un mois, il y avait des délais qui allaient jusqu'à 4 ans. Et par exemple, hier, j'ai des puces qui sont passées à 6 ans de délai, ce qui est monstrueux. Aujourd'hui, cette pénurie-là, la position du Shift Project et votre position à vous, c'est est-ce que vous pensez que ça pourra influencer l'électronique globale vers quelque chose de plus sobre, de plus économe en composants? Je ne sais pas répondre. Je n'ai pas réfléchi. D'accord. Merci. Je suis désolé. Non, mais je ne sais pas. Ça fait partie du jeu. Hein. On ne peut pas avoir réponse à tout. Merci. Bien, on va prendre une question à distance. Donc, la question est la suivante.
Alors, elle est longue, hein, mais je prends le temps de la lire. Merci pour cette excellente présentation. Claire et précise. Les formations d'ingénieurs autour de l'électronique et les industriels, donc la recherche évidemment, puisqu'il y a corrélation, mettent depuis peu beaucoup l'accent sur le low power et l'ultra low power. Se fourvoie-t-il ou cela pourrait effectivement être une solution, si l'on part du principe que la société nous pousse tout de même à innover, même lorsque ça n'est pas utile? Donc c'est l'approche historique anglo-saxonne de regarder que les consommations électriques. Même aujourd'hui, quand vous regardez les papiers américains, ils ont du mal à... Mais après, c'est l'histoire des États-Unis. Si vous y êtes déjà allé, c'est... Je caricature, hein, je suis pas sociologue, mais ils ont ce truc dans leur ADN. C'est immense, c'est infini. Il y a des ressources un peu infinies. Donc voilà, Jean-Baptiste sait pourquoi les ressources sont gratuites. Voilà, c'est parce qu'elles sont illimitées. Si elles étaient limitées, elles ne seraient pas gratuites. Donc aujourd'hui, on les extrait gratuitement, c'est la preuve qu'elles sont limitées. Donc, je pense que voilà, ces acteurs-là ne sont pas encore sortis et l'ultra low power et low power va être une partie de la solution sur la CV, sur la partie usage. Et encore une fois, si on néglige la partie fabrication, on ne comprend pas la dynamique du système numérique et la dynamique des technologies aujourd'hui. Je vais en dire plus, mais voilà. C'est très bien. Bon, on va prendre une dernière question. Alors, est-ce qu'il y en a une en salle? Oui, on en a une en salle. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez abordé la non-efficacité de la domotique grâce au numérique. Est-ce qu'on a des chiffres en fait d'amélioration de l'efficacité énergétique dans d'autres domaines, dans l'industrie notamment? Oui. Pour citer les data centers, ont fait des efforts gigantesques d'efficacité énergétique ces 20 dernières années. Ce qu'on est arrivé à faire, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Pour ne citer que cet exemple-là, sur les réseaux mobiles, quand Stéphane Richard dit dans le journal du dimanche, la 5G c'est bon pour l'environnement parce que à l'octet transféré, ça consomme 10 fois moins. Donc c'est peut-être pas 10, c'est peut-être 8 ou 7 parce que voilà, il a commandé ça à un seul cabinet, il n'y a pas eu de contre-étude. Bref, je vous passe les détails. L'ordre de grandeur est juste. Donc faut absolument pas négliger ça. Virgule mais, dans le même temps, on s'est mis à stocker 1 million de fois plus de données. Donc le volume de données fait même peur aux GAFAM. Voilà. Et on s'est mis à les traiter de plus en plus. Pour donner le contre-exemple, les besoins de traitement de données en IA, la capacité nécessaire actuellement, enfin ces 5 dernières années, ça augmente 7 fois plus vite que l'amélioration de l'efficacité de calcul des serveurs. Ok, Google fait des puces spécialisées, donc c'est bien de spécialiser des équipements, une autre bonne idée, mais si vous ne faites rien contre l'effet rebond, c'est-à-dire si vous ne contraignez pas votre système, et en France on est très, très bon pour faire de l'optimisation culturellement, donc nous si on nous disait, ok la France, on fait des stocks stratégiques, on fabrique notre téléphone et on capte la consommation d'énergie du numérique en France, scope 1, scope 2, scope 3, on y arriverait, je pense, très très bien. C'est peut-être une piste pour répondre à la question de monsieur. À un moment donné, on dit, OK, les connexions à la maison, c'est 100 mégabits, on va pas plus loin, qu'est-ce qu'on fait avec 100 mégabits? Jusqu'à ce qu'on ait résolu le sujet environnemental. Ça ne veut pas dire que si un jour on sait faire du zéro carbone, on ne réouvre pas les vannes. Je ne sais pas si je réponds. Voilà. Donc oui, il y a plein d'exemples et le numérique a énormément d'exemples, mais malheureusement compensé par l'effet rebond. Très bien. Merci beaucoup et je voudrais que vous vous associez à moi pour remercier à nouveau Xavier Verne pour sa présentation et la discussion qu'il nous a proposée. Merci. Merci. Avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait énormément de questions encore sur le chat et il y en a même qui ont demandé à ce que le débat se poursuive. Malheureusement, nous sommes contraints d'arrêter. Mais je vous rappelle que vous pouvez venir si vous avez la possibilité et la discussion peut se poursuivre avec les orateurs après le Midi Médiathèque. Pas pour aujourd'hui, mais elle se poursuivra, j'espère, à travers à distance, mais ce sera pas forcément un débat public. Ça sera avec toi, Xavier. Mais pour les autres, venez profiter de la possibilité que nous avons de vous accueillir sur place. Si vous avez la possibilité, venez. Et donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine
pour écouter Hélène Levenbroek et peut-être écouter les petites voix que vous avez dans la tête. À très bientôt. Merci.